L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. 3 projets de loi adoptés ce mardi à l'Assemblée nationale. 3 textes proposés par la ministre d'État Kandia Camara qui portent sur la ratification du traité révisé de l'UMOA, le traité pour l'interdiction des armes nucléaires et la convention de l'Organisation internationale du travail. Des précisions au cours de cette édition. Début de l'oral du baccalauréat ce mardi. 312 771 candidats seront interrogés jusqu'au 2 juillet. Suivez dans ce journal le constat du démarrage des épreuves à Abidjan et à Bouaké. Le Faso d'Anfani, une étoffe culturelle qui profite à l'économie du Burkina Faso. Le pain tissé pourrait générer des revenus annuels de près de 50 milliards de francs CFA. Comment il est passé d'objet d'identité culturelle à facteur de succès économique? La réponse dans ce journal. Dans ce 23 h, nous démarrons tout de suite avec cette activité parlementaire de cette journée à l'Assemblée nationale. La Commission des relations extérieures a étudié 3 projets de loi présentés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora. Des projets de loi portant sur la ratification de 3 textes adoptés par les députés à l'unanimité. Suivons le compte-rendu de la séance avec Moussa Konaté. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, organe de l'Union monétaire ouest-africaine, va changer de dénomination. Il devient Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Les députés membres de la Commission des relations extérieures viennent d'adopter à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de l'UMOA. Le traité a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union lors de leur 21e conférence tenue le 12 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ne sera effectif qu'après la révision du traité et sa ratification par tous les États membres de l'Union, tel que stipulé en son article 4. Autre texte présenté par la ministre Kandia Camara, également adopté ce jour, le projet de loi sur l'interdiction des armes nucléaires signé à New York en septembre 2017. 69 États sont signataires du dit traité et seulement 19 l'ont ratifié, au nombre desquels notre pays ne figure pas encore. La ratification de ce traité présente pour la Côte d'Ivoire un avantage certain dans la mesure où elle lui permet de bénéficier de l'assistance des États parties en cas d'agression ou d'accident nucléaire, notamment la remise en état de l'environnement, de l'assistance financière et technique. D'avoir accès à terme à la technologie de l'énergie atomique à usage civil, sans susciter de méfiance ou d'opposition pour des raisons sécuritaires. De contribuer à la sécurité et à la paix internationale, ainsi qu'à un environnement viable pour les générations présentes et à venir. Les députés membres de la Commission des relations extérieures ont aussi donné leur accord pour la ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail OIT. Il concerne la norme minimale de la sécurité sociale. Le coup d'envoi du baccalauréat général a été donné ce mardi jusqu'au 2 juillet prochain. Les candidats seront soumis aux épreuves orales des langues vivantes, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Voyons comment s'est déroulé ce premier jour du bac dans les communes de Cocody et de Marcory avec Evelyne Yoboué et Grace Kando. Démarrage ce mardi des épreuves orales du baccalauréat session 2021. Ici, au lycée moderne de Cocody, 776 candidats sont concernés, dont 377 pour les séries D et 399 pour les séries A2. Au menu, l'allemand ou l'espagnol, le français et l'anglais. So the test is about the name of the man, the author. You have no name. And where does the man come from? Come from Gambia. Come from Gambia. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Effectivement, les enfants sont arrivés très tôt ce matin
Nous, on attendait que les enseignants pour les mettre dans les différentes salles d'attente. Et c'est comme ça qu'on les appelait un à un en fonction des différentes vacations pour éviter que ceux qui ne sont pas appelés restent sur place, qu'ils rentrent à la maison et reviennent le lendemain. Tout se déroule bien au lycée moderne de Cocody. Il en est de même au lycée municipal de Marcory. Dès 7h30, les candidats ont répondu présents et sont au nombre de 671. Aujourd'hui, j'ai fait l'oral de français. Ça s'est bien passé. J'ai pris le test numéro 1. Il parle de... En fait, l'œuvre, c'est pour le bonheur des miens. Ça parle de la précarité d'une famille. Comment est-ce qu'ils gèrent? Ça se passe très bien, ça se passe bien les enfants. Vous voyez que c'est calme. Et ceux qui sont concernés sont dans les salles d'attente. Et ceux qui sont aussi en contact avec les interrogateurs sont dans les salles d'interrogation. Et donc tout se passe très bien. Les épreuves orales du bac s'achèvent vendredi prochain. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues du 5 juillet au 9 juillet. La proclamation des résultats le 27 juillet. Le baccalauréat, un examen à grand tirage dans la région du Béquet. 15 648 candidats inscrits sont répartis dans 26 centres d'examen. Dans cette région, les épreuves orales ont aussi débuté ce mardi. On fait le point avec Kwadio Kwame. Les épreuves orales du baccalauréat session 2020-2021 ont débuté ce matin à Bouaké. Dans les différents centres d'examen, tout se déroule dans le calme et la sérénité selon les examinateurs et les candidats. On essaie de les rassurer. Il y a plusieurs tests. Voilà, il y a des romans. Pour la série D, par exemple, on les interroge sur une œuvre romanesque qu'on appelle couramment œuvre intégrale et des groupements de tests. Actuellement, je suis à l'oral français. J'ai pu du savoir. Je suis stressée, mais pas aussi stressée que ça. Parce que quand je vois mes amis, quand ils viennent, ils sont souriants, tout souriants. Donc, je suis un peu sereine pour le moment. Au total, 15 648 candidats des deux directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Drena Bouaké 1 et 2 affrontent les épreuves orales du baccalauréat jusqu'au 2 juillet prochain, soit 5 703 candidats pour la Drena Bouaké 1 qui compose dans les 10 centres et 9 945 candidats de la Drena Bouaké 2 qui composent dans 16 centres. Les épreuves écrites se dérouleront du 5 au 9 juillet 2021 et les résultats sont prévus pour le 27 juillet 2021. Et c'est une deuxième année de composition du bac en pleine situation de pandémie. Voyons d'ailleurs comment évolue la situation des cas Covid dans notre pays. Ce mardi 29 juin, 39 nouveaux cas de Covid-19 et 32 nouvelles guérisons sont annoncées par les autorités sanitaires ivoiriennes. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 48 242 cas confirmés, dont 47 816 personnes déclarées guéries, 313 personnes décédées. Il reste encore 113 cas actifs. Et avec la sensibilisation aux gestes barrières, la vaccination est adoptée dans la stratégie de lutte contre ce virus. Et à ce jour, au moins 749 368 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire. Intéressons-nous quelques instants à la vie de nos voisins, les Burkinabés, un peuple avec une identité culturelle aux valeurs reconnues, conservateur, très lié à son histoire, une histoire d'ailleurs racontée chaque jour par le pagne tissé, le faso d'Anfani, une étoffe emblématique, patriotique que le pays valorise et c'est aujourd'hui un produit stratégique dont le potentiel de revenus annuels est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. La labellisation de ce textile lui confère une importante plus-value économique et un succès commercial indéniable à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières burkinabais. Jean-Luc Bango et Zakaria Traoré sont allés aux sources du Faso d'Anfani, découvrant son histoire et les acquis pour l'économie du Burkina Faso. C'est le dossier Éco Plus de ce mardi. Il est omniprésent. Dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé, impossible de parcourir 5 mètres sans croiser le Faso d'Anfani. Fièrement arboré par les hommes et les femmes,
ou exposés dans les étals de commerçants. Plus qu'un tissu, un patrimoine qui se transmet entre les générations. Dans cette concession du quartier Kalgondin à Ouagadougou, Chantal Ouedraogo initie sa petite fille à la confection du faso d'Anfani. Ça, c'est la première étape d'ourdissage. Il faut ourdir le fil pour faire le fil de chaîne. Chantal Ouedraogo est tisseuse de faso d'Anfani depuis 40 ans. Cette petite fabrique familiale produit en moyenne 2 pagnes tissées par jour pour une clientèle qu'on retrouve parfois hors des frontières burkinabées. Il y a une qui est venue commander parce qu'elle partait en France. Je me demandais, tu vas aller faire avec ce pain là-bas comment? Mais il y a les gens qui emportent beaucoup. Il y a une aussi qui a commandé pour amener à la Côte d'Ivoire. Donc j'ai su maintenant que le pain là, c'est pas au Burkina seulement qu'on veut, mais les autres pays aussi en veulent. Les fabriques familiales comme celle de Chantal, le pays en compte plus d'une centaine où travaillent au quotidien 50 000 tisseurs, dont 40 000 femmes. Pour comprendre et mesurer le succès de ce pagne, rendons-nous sur un des marchés de la capitale. Ici, un commerçant sur 3 vend du faso d'Anfani. Tout c'est traditionnel, quoi. C'est ça que les gens là, aiment ça. Quand tu portes ça, tu ne peux pas voir quelqu'un qui porte ça pour faire un autre quelque chose si ce n'est pas quelqu'un qui a un bon cadre, quoi. Parce que ça là, il n'y a pas fil péri. Un pagne tissé coûte entre 6 000 et 10 000 francs CFA. Une bonne affaire, mais surtout une fierté nationale pour ces commerçants. C'est une fierté nationale maintenant. Voilà, tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas un vrai Burkinabé. Ça y est dans le sang maintenant. Il faut forcément avoir ça. Une fierté nationale qui s'exporte et qui se porte sous les formes les plus variées. D'abord, réservé aux tenues traditionnelles, ce textile épouse aujourd'hui aisément les coupes des vêtements modernes. Ça, c'est encore le pagne, le faso d'Anfani. Voilà, confectionné en style tailleur. Le faso d'Anfani, le couturier et styliste Yakou en a fait sa spécialité aujourd'hui. Bien imprégné de l'histoire de ce pagne, symbole du patriotisme burkinabé, affirmation d'une identité nationale. Si on se rappelle bien en fait à l'histoire, c'est le président Thomas Sankara qui en a révélé. Je crois qu'en son temps, quand il a dit, les gens ne croyaient pas. Voilà, maintenant on se rend compte que c'est une réalité. Pour l'anecdote, c'est le pain baoulé qui faisait fureur au Burkina ici. Voilà, mais depuis qu'ils ont commencé en fait la confection du pain tissé, faso d'Anfani comme on le dit, je crois bien que ça a pris en fait le dessus sur le pain baoulé. Porter le faso d'Anfani est un acte économique, culturel, voire politique. Révélé par l'ex-président Thomas Sankara, remise au goût du jour par l'actuel Roch-Marc Christian Kaboré qui l'aborde à chacune de ses apparitions. Dans son atelier de Kalgondin à Ouaga, les clients du couturier Yakou se bousculent pour s'offrir ses derniers modèles. Ça peut aller, mais c'est lequel des ensembles d'abord. Voilà. Parce que des pains, généralement, la jupe, elle est droite. C'est du coton, 100% coton. Voilà. Parce qu'avant, on avait peur, c'était un peu lourd. Et on a constaté que le port vraiment est pratique. Parce qu'il ne tient pas chaud. Difficile en effet de résister à ce textile aux motifs et tons chatoyants. Quand on les porte, voilà, bon, on ne sent pas la chaleur. Surtout que nous sommes dans un pays où il fait très chaud. En faso d'Anfani, tu te sens mieux. Ça valorise la culture burkinabé. Voilà, ça même... ça a amené ça hors des frontières du Burkina. Oui, très contente de ce pain. Yakou confectionne chaque semaine des dizaines de tenues dont les prix oscillent entre 25 000 et 50 000 francs CFA. De façon générale, le potentiel de revenus annuel autour du faso d'Anfani est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ce textile est l'un des principaux produits d'exportation du pays. Abdoulaye Moussé est député à l'Assemblée nationale burkinabé. Il est surtout l'un des principaux promoteurs du faso d'Anfani. Il n'y a pas que le faso d'Anfani en Afrique, nous le savons très bien. Et il y a également d'autres types de textiles. La chance du Burkina Faso, nous avons pu donner des variances au niveau de la filature. C'est ce qui fait que les stylistes arrivent à l'utiliser sur l'ensemble du continent. Commissaire général du Salon international du textile africain, CITA, il rêve d'un destin panafricain pour le faso d'Anfani.
C'est ce que nous devrons aller pour apprendre aux femmes à Djibouti. Et aussi, c'est le tissu officiel du CITA 2021 à Djibouti. Du Faso d'Anfani à Djibouti, dans la corne de l'Afrique. C'est un voyage de 6428 km. Une consécration pour ce pagne dont le processus de labellisation a été engagé par le ministère du Commerce et de l'Artisanat burkinabé depuis 2019. Cette labellisation aura pour objectif, d'une part, de barrer la route à une contrefaçon qui n'est jamais bien loin et d'autre part, de protéger les emplois de millions de personnes, en majorité des femmes. Voilà un beau modèle artisanal promu et présenté par Jean-Louis Gwambo. C'est un dossier EcoPlus à revoir sur rti.info. Revenons en Côte d'Ivoire où s'est tenue une rencontre régionale sur la bonne gouvernance à Abidjan. L'objectif, c'est de renforcer les mécanismes d'évaluation des États. Une réunion qui rassemble les experts du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Eric Goré nous en dit davantage. 41 pays sont concernés par cet atelier. Ce sont les États membres du système continental de suivi, d'évaluation et de rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Cet atelier d'Abidjan réunit les experts présents pour un partage d'expériences. Les différents modules seront consacrés au renforcement des techniques de la bonne gouvernance. Ce qui est le plus important dans le processus de Mayab, c'est la mise en œuvre de ces recommandations. Donc ce qu'on est ici en train de faire, c'est de travailler avec nos membres pour discuter avec eux, pour améliorer nos méthodes de suivi. La Côte d'Ivoire, notre pays, est cité en exemple pour sa mise en œuvre de façon efficace des stratégies de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire a été évaluée en 2019 et son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, a présenté un rapport qui a été magistralement évoqué et qui a été fort apprécié de l'ensemble de ses pairs chefs d'État africains. Et il n'est que justice que quand on veut assurer le suivi et l'évaluation de là, qu'on vienne voir un peu l'expérience ivoirienne. Selon le ministre de l'Intégration africaine, Alicide Diégué, les résultats de ces rencontres auront un impact positif sur le quotidien des populations des pays membres du MEB. L'impact sur les populations peut sembler indirect, mais est direct. C'est-à-dire quand le pays est mal gouverné, ça a un impact sur la population. Les populations se révoltent. Les gouvernants sont là pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ce sont ce genre d'ateliers qui, à la base, permettent aux uns et aux autres qui gouvernent le pays d'être plus compétents et plus performants. Sur 54 pays que compte le continent africain, 41 pays sont membres du MEB. Des pays qui ont opté pour une mutation dans leur façon de gérer les affaires publiques. À présent, voyons cette bonne nouvelle pour ces vacances. Le parc urbain Dominique Ouattara rouvre ses portes. Cet espace de loisirs est fermé au public depuis un peu plus d'un an pour raison de pandémie. On en sait plus sur cette ouverture avec Laure Goretti et Alexis Ouetraogo. Le parc urbain Dominique Ouattara dans la commune de Cocody ouvre à nouveau ses portes. Cet espace était fermé depuis quelques mois en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, fait l'annonce. Dès que nous avions atteint la pointe de la Covid, on a jugé utile de tout fermer. Et là, nous redonnons la possibilité aux enfants de revenir. Et nous comptons sur les parents pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles. Nous allons jouer le rôle qui est le nôtre, que les parents jouent aussi le leur. Cet espace de convivialité, créé pour des activités destinées à détendre et divertir les populations, en particulier les enfants, donne plusieurs possibilités de distraction à ses visiteurs.
Bâti sur une superficie de 11 000 m², l'espace est géré et entretenu par le district autonome d'Abidjan. Il offre une pergola, un banc rivière, une aire de jeu pour enfants et un amphithéâtre. C'était le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Ce sont les vacances. Partons donc pour Assini, cette fois pour une célébration du développement, une cérémonie pour louer les actions de développement entreprises par le chef de l'État au sein de la ville balnéaire d'Assini. C'est l'initiative des femmes de cette ville du Sud Comoé. Nous en parlons avec Mahama Traoré. C'est en 2018 qu'Assini Mafia a été érigée en commune. Depuis, cette localité de la région du Sud Comoé a vu son taux d'accès à l'électricité s'accroître, son collège transformé en lycée, sans compter la construction de nouvelles écoles primaires dotées de cantines. Pour toutes ces réalisations, les femmes d'Assini Mafia ont convié le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à une cérémonie d'hommage au président de la République. Nous voulons témoigner nos remerciements sincères au président Alassane Dramane Ouattara qui a mis en valeur notre président, qui a mis sa confiance en lui en le nommant à cette institution prestigieuse de la Côte d'Ivoire. Avec la clairvoyance politique du chef de l'État et les actions d'envergure qu'il pose en faveur de notre région, nous sommes assurés que le développement qui est amorcé se poursuivra pour le bonheur de tous, pour le bonheur des femmes. Je voudrais vous assurer, chère maman, chère mémé, de ma présence à vos côtés, afin qu'ensemble nous gagnions la bataille du développement, la bataille de l'autonomisation de la femme, de la prospérité des mères et des mémés. En sa qualité de président du Conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaouele a promis aux populations la construction prochaine d'un collège de proximité au profit du village balnéaire d'Assouindé. La cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région de la Maraoué, c'est le vœu du ministre Epiphane Zorobi qui a entrepris d'exhorter les chefs traditionnels à soutenir les actions de développement dans cette localité. On voit cela avec Charles Tatou. Cette série de rencontres du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption vise la prise de contact avec les chefs traditionnels des différents départements qui composent la région de la Maraoué et la sensibilisation pour les inciter à s'approprier les actions de cohésion sociale menées par le gouvernement dans leurs localités respectives. À Saint-Fra, le ministre Epiphane Zorobi a échangé avec les garants de la tradition, livrant les messages de cohésion sociale. Il les a exhortés à soutenir sans relâche les actions de développement et de paix du gouvernement en vue de la consolidation du vivre ensemble dans la Maraoué. La Maraoué est en chantier. Saint-Fra en chantier, Boiflé en chantier, Genoula en chantier. Une action de développement, c'est un combat. Et quand tu n'as pas tes parents avec toi, tu es faible, tu es fragilisé. Et mes parents viennent de me dire, nous sommes avec toi, nous sommes pour le développement, nous sommes pour l'entente, nous sommes pour la cohésion. Et c'est tout le symbole qu'il faut voir en cette cérémonie. Le ministre Epiphane Zorobi a bouclé sa série de rencontres et d'échanges dans la ville de Bonon. Brassage de peuple du fait de sa position de zone de grande production agricole. Ici également, les chefs traditionnels ont été sensibilisés sur les notions de paix et de cohésion sociale. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire a un nouveau président de conseil exécutif, Éric Gouou. Il a été élu en janvier 2021 et investi hier avec les membres du bureau des organes de cette organisation. Il a promis à ses pairs la réalisation d'une maison de la radio. Patricia Omouetia. Élu le 29 janvier dernier à la présidence du conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire pour un mandat de 3 ans, Éric Gouou est le nouveau président de l'URPCI. Il a été investi avec les membres du bureau des organes de l'organisation. Son ambition est de rendre l'organisation plus forte, plus solidaire et plus performante. Notre vision, c'est de bâtir l'URPCI, de faire en sorte que l'URPCI ait un patrimoine. C'est pour cela que nous commençons donc par le projet de la maison de la radio que nous voulons bâtir à Yamoussoukro.
En plus de cela, il y a la formation. Il faut que nous ayons des radios très fortes avec de très bonnes émissions. Mais pour le faire, il faut avoir également des agents bien formés. Le parrain de la cérémonie a souligné que les radios de proximité sont très écoutées dans les zones les plus reculées du pays. Par conséquent, elles devraient porter un message de paix et de cohésion. Cette union des radios de proximité puisse être ce vecteur qui va donc propager les messages de paix, de cohésion et d'entente. La représentante du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a traduit tout l'engagement du ministre Amadou Koulibaly et son soutien à la nouvelle équipe dirigeante de l'URPCI. Monsieur le ministre tient, justement par cette présence à cette cérémonie, à rappeler l'importance de la radio de proximité qui, à travers les contrées lointaines de notre pays, à travers donc les villes et villages de nos pays, justement permettre d'informer les populations. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire compte environ 170 radios réparties sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs de la formation professionnelle sont en conclave. Ils travaillent à définir les grandes lignes du plan stratégique de la période 2021-2023, suivant ces précisions données par Jean-Marc Djadji. 62 experts de l'apprentissage à Bassam pour préparer le plan stratégique 2021-2023 de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP. Ce nouveau plan d'action vise à améliorer les curricula et programmes de formation diplômante et qualifiante tant dans le secteur privé que public. Le thème principal de ces assises, l'ingénierie pour le développement des compétences, a principalement animé les débats. Pour ce nouveau plan, nous voulons aller au-delà de ces différents secteurs agricoles. Notre dispositif de formation d'ensemble, qui est l'enseignement technique et formation professionnelle, dispose de contenus de formation un peu dispersés par moment pour les mêmes sujets. Ce que nous espérons et notre rêve aujourd'hui, c'est que l'AGFOP soit utilisé soit vu comme le cabinet d'ingénierie certes de l'État, mais l'instrument de référence pour l'élaboration des programmes et contenus de formation. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a salué l'initiative de l'AGFOP. On ne peut rien faire sans un plan stratégique, une vision bien précise de ce qu'on souhaite réaliser dans l'avenir. Donc le dispositif de l'enseignement technique va suivre ce mouvement. Et il est annoncé plusieurs réformes dans le secteur, dont celui du FDFP, et de renforcer la collaboration avec les branches professionnelles. Pour les plans stratégiques précédents, l'AGFOP a élaboré des référentiels et la qualification professionnelle de plus de 12 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Dans le domaine du sport, les phases finales de la CAN 2023 se joueront à San Pedro. Cette ville a été choisie pour ses compétitions et un stade de près de 20 000 places est en construction. Les travaux sont à près de 90% d'être exécutés. Suivons ce point de Sam Kona. San Pedro, l'une des villes retenues pour abriter les phases finales de la CAN 2023, est en chantier. Le stade de 20 000 places sort progressivement de terre sur l'axe San Pedro-Sassandra. Tout ce qui est structure, gros œuvre est aujourd'hui achevé à 100%. Les corps d'état techniques sont actuellement en train d'être réalisés. La fondation de la pelouse est en train d'être réalisée en ce moment. Après, on va passer au nivellement et en fin de compte, passer au planting du gazon. Côté village Cannes, situé de l'autre bout de la ville, sur l'axe San Pedro-Tabou, les 32 villas sont sorties des terres. Les superstructures des 32 villas sont réalisées. On est en train de faire la maçonnerie, qui est aussi à 90% achevée. Et dans l'ensemble, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les villas sont en train de prendre la forme définitive. Les voies d'accès au stade moderne, celle menant au village à Cannes en passant par le pont et celle qui conduit au terrain d'entraînement des équipes de football, les travaux de bitumage ont démarré. Pour l'instant, au niveau du Bénet, les voies que nous avons en charge tournent autour de 12 km. Et ces voies sont réparties dans plusieurs zones. Nous avons des voies qui sont dans la zone de la cité Cannes pour faciliter l'accès à cette cité où les joueurs vont devoir résider. Ensuite, nous avons aussi des voies autour du stade de compétition et nous avons des voies autour des différents stades d'entraînement pour faciliter le déplacement des équipes lors de leur préparation avant tout match.
Véritablement, on a démarré il y a à peine 2 mois. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'avancement global de ces travaux tourne autour de 20%. D'autres voies d'accès sont en train d'être bitumées un peu partout dans la ville. Cette fois, dans le cadre du Pudicas, comme la voie du lac Francophonie, celle des plages et la rue des Grumiers menant au port, pour le bonheur des Pétruciens. Voilà, San Pedro s'apprête pour la CAN 2023. L'actualité hors de chez nous. En Afrique du Sud, le verdict est tombé. Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, une décision de la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a été jugé pour son refus de comparaître devant une commission anticorruption. L'ancien président est aussi poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et de blanchiment d'argent. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.